Bonjour, c'est Norman Ajari et je suis en entrevue avec la chaîne à gauche. Y a-t-il une différence ou une unité dans la lecture de Frantz Fanon entre les intellectuels africains et occidentaux? Il n'y a pas vraiment d'unité, tu sais, dans les lectures de Frantz Fanon, surtout à l'échelle d'un continent, vraiment. Je pense que en Algérie, Frantz Fanon, ça reste un problème, ça reste une question, et dans le Maghreb en général, si tu veux, il y a quelque chose il y a un mouvement qui a été quand même initié par Mémi, qui avait fait un article extrêmement dur, et je dirais presque cruel sur Frantz Fanon, enfin vraiment un rejet massif de la figure de Frantz Fanon, comme une espèce d'intellectuel perdu, sans aucune attache, tu vois, sans perspective politique. Donc il y a cette approche-là comment dire, hante un petit peu ce type de discours. En Algérie, une autre difficulté qui est que c'est toujours compliqué de travailler sur une figure intellectuelle qui est muséifiée dans son pays, parce que malgré tout, ça reste, tu vois, une figure qui a son avenue, qui a son hôpital, qui a son école. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est un petit peu je vais pas dire une momie, mais tu vois quelque chose qui fait partie des meubles, qui fait partie de la culture nationale, et donc nécessairement ça crée une espèce de distance paradoxalement, tu vois, quelque chose qui fait partie du patrimoine paradoxalement s'éloigne de quelque chose qui qu'on va étudier de manière vivante, tu vois, de même que quelqu'un en France ne va pas étudier Molière, si tu veux, va pas se le dire, ah ben, non, Molière, c'est le truc qui fait partie de la culture française, la langue de Molière, etc. C'est une sorte de partie de ma culture, mais moi, je vais pas essayer d'aller dire des choses particulières sur Molière, ce qui veut pas dire que ça n'a pas existé, si tu veux, mais étonnamment, c'était plus chez des personnes qui pouvaient avoir la nationalité algérienne, mais qui avaient des positions, comment dire, paradoxales, comme par exemple la famille Cholet, si tu veux, qui ont travaillé, qui ont travaillé là-dessus, parce que ils ont choisi l'Algérie, mais c'était évidemment des Blancs européens qui ont lutté pour la libération de l'Algérie, mais qui n'avaient pas évidemment cette identité, cette tradition musulmane et cette identité algérienne, on va dire, de souche, pour dire les choses un peu crûment. Mais ça, voilà, là, il y a des intellectuels qui ont travaillé sur Fanon, qui ont fait des choses intéressantes, qui ont fait vivre sa pensée, mais parce qu'ils avaient un petit peu cette même position paradoxale que Fanon lui-même. Et après, si on va dans l'Afrique subsaharienne, il y a évidemment des gens comme Achille Bembe qui ont beaucoup travaillé sur Frantz Fanon. Mais voilà, là encore, l'interprétation de Bembe, elle est intéressante, mais est-ce que Bembe est représentatif des intellectuels africains? C'est compliqué, tu vois, c'est vraiment un intellectuel d'élite. Je pense que c'est un intellectuel très, très intéressant, etc. Et ce qu'il dit sur Fanon aussi est intéressant, mais voilà, sa trajectoire la plus récente rend difficile de le lire comme une référence sur Fanon, tu vois, parce que sa position est devenue de plus en plus antithétique, en tout cas à mon sens, avec les positions de Fanon. Il est vraiment dans un accommodement. Et, comment dire, voilà. Pour d'autres philosophes africains, ce serait autre chose. Par exemple, Fabien Eboussi-Boulaga, c'est quelqu'un qui cite très peu d'autres auteurs, mais je sais qu'il a été influencé par Frantz Fanon, et là, on a un autre type de lecture. Donc, il y a autant de diversité, en fait, dans les interprétations africaines de Fanon qu'il y en a dans les interprétations européennes, qu'il y en a dans les interprétations nord-américaines ou même latino-américaines. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de vraie, comment dire, unité culturelle dans ces interprétations. Chacun les fait en fonction de ses propres intérêts intellectuels individuels, et aussi en fonction des problèmes qu'on essaye de résoudre sur place, et des défis finalement que l'histoire nous apporte. Quelle est ta lecture des rapports entre les pays du Maghreb et le panafricanisme? Par rapport à ça, l'Algérie, c'est encore le pays des trois, si tu veux, qui résiste le mieux. Parce que, comment dire, voilà, on en avait parlé avec Wissam, par exemple, Kais Saïed, tu vois, se dire, la négrophobie, c'est vraiment devenu pour lui une doctrine d'État. Il y a une espèce comment dire, voilà, de crainte du grand remplacement qui est décrite en détail, une politique anti-immigration qui cible spécifiquement les populations noires, qui sont décrites comme particulièrement chrétiennes, et donc qui détériorent l'identité musulmane du pays. Ce qui est étonnant, si tu veux, parce que quand ces migrants arrivent en Tunisie
on dit que c'est des chrétiens et tout, c'est terrible. Et dès qu'ils arrivent en France, ils sont tous musulmans. Et quel grand placement partout où ils viennent. Bon, on voit bien que dans le cadre, en tout cas, des migrants subsahariens, ce qui pose problème, c'est pas leur religion, puisqu'elle semble être extrêmement plastique. C'est en réalité le fait qu'ils appartiennent visiblement pas au corps national. C'est ça qui pose problème. Non pas qu'il y ait de questions d'islamophobie, bien au contraire. Mais en tout cas, c'est très bizarre que ce soit le christianisme qui pose problème en Tunisie. Donc, dans le cas de l'Algérie, je pense forcément, elle fait partie de cette ère géopolitique-là. Le Maroc aussi, c'est moins intense que le problème avec la Tunisie, mais on sait qu'ils regardent vers l'Europe depuis très très longtemps. Il y a même des tentatives de joindre l'Union européenne, donc forcément, eux, le projet panafricain, c'est pas du tout leur affaire. Après, évidemment, il y a plus un rapport d'inimitié, je dirais, de contraste entre la politique et comment dire, la gouvernementalité du Maroc et celle de l'Algérie. Mais quand même, ça participe d'une stimou, si j'ose dire, tu vois, d'un état d'esprit général. Et surtout, je pense, tu vois, au-delà de ces espèces d'effets de dynamique locale, il y a aussi le problème de la dissolution, de la défaite de tous les projets tiers-mondistes, de tous les projets panafricains, de tous ces projets même, tu vois, de tous ces projets qui portaient, on va dire, ou plutôt qui avaient l'Algérie comme l'une des principales locomotives du mouvement. À partir du moment où des grands projets politiques, collectifs, régionaux eh ben, perdent de leur crédibilité à cause de beaucoup de choses, tu vois. Je veux dire, des questions locales comme la guerre civile en Algérie, des questions plus globales comme tout simplement les métamorphoses de la guerre froide, la fin de la guerre froide, la victoire absolue du bloc de l'Ouest, etc. Tous ces trucs-là font que on a l'impression que c'est plus pertinent en fait d'avoir ce projet panafricain, que c'est l'espèce de relique du passé, même le terme non aligné. Pourquoi être non aligné? Puisqu'il n'y a de toute façon plus qu'un seul bloc. Tout le monde est capitaliste. Il n'y a, pas, il y a plus de problème. Donc tout ça fait que on a l'impression qu'il y a d'autres enjeux aujourd'hui et que l'unité africaine n'est plus du tout une question, ou que s'il y a question d'unité africaine, ce sera de toute façon au sud de l'Afrique. Là, il faut regarder vers d'autres opportunités, vers d'autres perspectives, peut-être vers comment dire, plutôt vers les pays du Golfe, plutôt vers le monde, comment dire, arabophone, etc. Ce qui peut être une stratégie. Mais si tu veux, c'est paradoxal toujours parce que la politique des pays du Golfe vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis, comment dire, d'Israël et tout, c'est pas celle que veut prôner l'Algérie. C'est quand même ceux qui sont les plus, comment dire, sur une ligne anti-sioniste, anti-atlantiste, etc., parmi tous les pays de la région. Donc voilà, l'Algérie sont dans une situation un petit peu compliquée. Je sais pas, et en plus, à ma connaissance, leurs doctrines géopolitiques sont jamais vraiment théorisées, comment dire, à découvert, si tu veux. On sait jamais trop ce qu'ils pensent. Ils font pas comme les Américains. Ça, c'est notre doctrine. Tu vois, on dit vraiment quelle est notre vision, ou les Français, tu vois, la doctrine gaulliste, on sait ce que c'est dit. Là, c'est plus quelque chose un petit peu, c'est leur affaire, c'est leur tambouille. Ils considèrent que c'est leur avantage stratégique de garder ça secret, ce qui est tout à fait leur droit, si tu veux, mais ça rend les choses difficilement lisibles. Après, en plus, moi, je suis pas du tout un spécialiste de ça. Moi, ça m'intéresse, tu vois, par rapport à ce que ça nous dit sur la question de la place de l'Afrique dans le monde et sur le destin de ce qui a été, voilà, un allié chéri de l'Afrique pendant très longtemps, de l'Afrique noire pendant très longtemps. Et voilà, et aussi un pays dont avec lequel j'ai des attaches familiales, quoi. Donc, moi, ça m'intéresse que ce pays aille bien quoi pour ses habitants parce que c'est un peu c'est un peu ma famille malgré tout quoi. Tu dis connaître un peu l'Algérie. Quelle est ta perception de l'Algérie et de sa relation avec l'Afrique noire? Tous les Algériens, tu vois, il y a cette ambiguïté en fait avec les Algériens, ils peuvent être racistes d'un côté et en même temps, ils vont prendre ceux qui ont une culture politique, ils vont prendre grande fierté de la place de l'Algérie pour aider les Black Panthers, pour aider Mandela. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est très important, si tu veux. Le, le fait que l'idéologie politique du gouvernement et ce qu'il célèbre, parce que c'est comme une célébration de ça. Et ça travaille contre d'autres tendances idéologiques dans le pays. Tu vois, tu peux avoir des tendances racistes, mais en même temps, l'idéologie officielle du pays n'est pas le racisme, c'est l'antiracisme et c'est, comment dire, la solidarité avec le radicalisme noir, avec des socialistes panafricains, etc. Donc,
au moins, il y a cette idée, et du fait que les Algériens sont quand même souvent très nationalistes, il y a ce reliquat nationaliste, quand même, faisant partie de l'idéologie officielle du fait d'être algérien, il y a le fait que nous, on est du côté des Panthères. Nous, on est du côté de Mandela. Nous, on est du côté de Sankara, tu vois. Et ça, malgré tout, c'est pas juste superficiel. C'est quelque chose qui travaille la conscience des gens et qui leur fait dire, bah, quand même, on n'est pas juste ce peuple arabe supérieur qui, comment dire, a esclavagisé des Noirs. Il y a autre chose en même temps qui travaille ça et qui va forcément créer une dissonance cognitive, si tu veux, entre ces deux éléments-là. Là, c'est pas pour minimiser l'existence de ce racisme-là, mais c'est pour dire c'est important qu'il y ait comment dire, c'est quelque chose de précieux. Même, tu vois, si ça peut être caricaturé, ça peut être un peu muséifié, ça peut être, comment dire, parfois même utilisé à mauvais escient, mais c'est important, je trouve, que le gouvernement conserve, même momifié, cet héritage panafricain parce qu'il travaille, il apporte autre chose finalement dans l'idéologie officielle du pays. Et ça, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde, tu vois, que ce soit des pays occidentaux, des pays du Nord ou des pays du Sud, qui ont cette référence-là. Et ça, quand tu discutes avec des Algériens, ça se sent. Et même dans la politique, tu vois, dans la politique et les choix géopolitiques du pays, ça se sent. Et donc, j'espère qu'ils vont jamais sacrifier ça, si tu veux, qu'ils vont garder ça comme un motif de fierté et pas comme certains pays, que ça devienne un motif de honte. C'est quelque chose quand même qui est important, là, vraiment dans la perspective pour les Algériens eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, bon, de dire oui, machin, c'était le pays des Black Panthers, tu vois, c'est cool, mais nous, ça change pas nos vies. Mais pour aussi bien les personnes noires qui vivent là-bas que pour les nationaux vraiment algériens, je pense que c'est important et c'est quelque chose qui les élève, en fait, et qui leur donne une ouverture sur le monde et une culture géopolitique et une, comment dire, un antiracisme pratique, en fait, dans leur doctrine politique quotidienne que, qui est très unique et très précieuse, en fait. Il t'arrive de citer Gramsci et Fanon, puis de critiquer le marxisme. N'y a-t-il pas là une contradiction? Enfin, critiquer le marxisme, tous les marxistes critiquent le marxisme. Moi, je me revendiquerai pas comme marxiste, et sur les mêmes arguments que Huey Newton, si tu veux. Moi, par exemple, je veux bien accepter ou utiliser la notion, donc je ne le fais pas souvent parce que bon, j'aime pas spécialement les catégories. Pour moi, ce sont les idées qui comptent. Mais la notion de matérialisme dialectique, ça me va, par exemple, si tu veux. Pourquoi j'aime pas la notion de marxisme? Parce que on prend le nom d'un mec comme étant une espèce de catégorie, des catégories indépassables. Euh, Même si tu veux la psychanalyse, c'est la psychanalyse, c'est pas juste le freudisme, quoi, tu vois. Donc on a utilisé ce terme de marxisme comme une espèce de catégorie, mais ce qui compte vraiment, c'est pas le marxisme, on s'en fout du marxisme, ce qui compte, c'est le communisme. Tu vois. Donc voilà, moi je me définis comme un communiste. Et les apports de Marx, par exemple, pour quelqu'un comme Huey Newton, c'était pas quelque chose de si intéressant que ça, de si important que ça. Ce qui comptait pour lui, c'était la manière dont ça avait été mis en pratique avec succès par des gens comme Lénine, des gens comme Mao, des gens comme Castro, tu vois, c'était ça qui comptait pour les Panthères. Et moi, je suis plutôt dans cette ligne. Après, j'ai lu Marx, je l'ai même enseigné à l'université, tu vois, j'ai enseigné pas mal de marxisme à l'université de Toulouse à l'époque, parce que c'était ce que je lisais à l'époque, c'était ce qui me semblait important, tu vois, toute la tradition de la pensée dialectique. Mais je pense que se revendiquer comme comme marxiste, pardon, je pense pas que ce soit très intéressant. Je pense que c'est une espèce d'enfermement inutile et surtout de fétichisation de fétichisation d'un individu qui est pas particulièrement intéressante. En revanche, le matérialisme dialectique, ça c'est une notion intéressante à condition qu'on la définisse correctement, si tu veux. C'est-à-dire que pour moi et pour la tradition, on va dire dont je me revendique, la question du matérialisme, c'est pas du tout la question de la matière. C'est la question vraiment des rapports de force. Euh, et la question de la dialectique, c'est évidemment la question de notre capacité à dépasser ces rapports de force, à les surmonter et à considérer chaque contradiction comme une étape, à considérer chaque contradiction comme quelque chose qui nous apporte quelque chose et comme quelque chose qu'il est possible de surmonter, de dépasser, ne serait-ce que par la ruse. C'est quelque chose que Adorno dit, ça, que la dialectique, ça a toujours quelque chose à voir avec la ruse. Euh, Parce que quand on voit, par exemple, dans Hegel, il se trouve toujours des manières bizarres de résoudre les contradictions, tu vois, des choses étonnantes. Tu vois, Hegel, il est plus futé que Marx, souvent, par bien des aspects.
Mais voilà, moi, c'est ça, si tu veux, qui m'intéresse. J'essaye de penser dialectiquement toujours. Voilà, quelque chose qui peut-être me distingue de d'autres personnes de ma génération, ou même des personnes que je lis, etc. Beaucoup des auteurs de la tradition radicale noire n'aiment pas du tout la dialectique ou pas trop la dialectique. Pour moi, c'est absolument fondamental. En fait, je sais pas penser autrement qu'en recourant à une méthode dialectique, qui n'est même pas une méthode, en fait. Pour moi, enfin, Hegel avait raison, c'est un peu la forme même de la pensée. Euh, et donc, voilà, moi, je me revendique de cette tradition-là. Donc, je refuse de figer les conflits ou les discussions, les débats qu'on peut avoir dans le milieu, comment dire, antiraciste ou dans la gauche française, dans la gauche intellectuelle française, dans la gauche intellectuelle d'Internet française, dans une opposition entre ceux qui sont marxistes ou communistes d'une part et d'autre part ceux qui ne le sont pas. Pour moi, c'est davantage une opposition entre, on va dire, une espèce d'agrégat de formes de socialisme qui ont décidé de travailler ensemble d'un côté et des marxistes occidentaux de l'autre. Pour moi, c'est plus ça l'opposition qu'entre des marxistes et des anti-marxistes de l'autre. Ça, c'est l'opposition, comment dire, ou la caricature qu'on a essayé de fabriquer. Et je pense que ça dessert la clarté ou la clarification du mouvement. On ne peut pas laisser euh, un groupe d'intellectuels monopoliser comme ça une tradition politique gigantesque comme celle du marxisme, du mouvement ouvrier et de plus large pan d'ailleurs du mouvement anticolonial aussi, qui se sont revendiqués du marxisme-léninisme, du marxisme-léninisme, maoïsme, etc. C'est pas particulièrement à eux que ça appartient. Ça appartient à toutes les personnes qui sont dans le camp de la libération, de l'émancipation, ce que tu veux. Tu as déclaré que les marxistes occidentaux ont échoué dans l'histoire. Ne penses-tu pas que leur échec est dû à la puissance de leurs adversaires plutôt qu'à leur manière de mettre en pratique la théorie ? Il n'y a aucun endroit dans le monde que les révolutions socialistes aient échoué ou qu'elles aient réussi, où elles se sont passées sans une opposition violente de la part de la bourgeoisie. Ce que je pointais, c'est que le seul endroit au monde où ça a toujours échoué, c'était en Occident. Le seul endroit au monde. Il n'y a pas d'endroit où ça a passé crème. Tu vois, je veux dire, tu vois ce que je veux dire. La lutte de classe en Chine, c'était pas rien. La révolution d'octobre, c'était pas, on n'a pas déroulé le tapis rouge aux bolcheviks. Tu vois ce que je veux dire. Ça n'a été une sinécure nulle part. C'est juste que le seul lieu où ça a toujours échoué, c'est le lieu d'où on produit le plus de théories et le lieu où on fait le plus la leçon, notamment en ce qui concerne le politiquement correct marxiste, si tu veux. C'est ça comment dire, la contradiction, le paradoxe que je pointais. Mais moi, j'aurais adoré que ces révolutions réussissent, si tu veux. J'aurais voulu que, comment dire, Rosa Luxembourg gagne sa révolution et que ça ne serve pas après, que dire que l'échec de cette révolution ne sert pas à accélérer le mantra judéo-bolchevique qui mène après à accélérer la fascisation et le nazisme dans le pays. Évidemment que, tu vois, je veux dire, moi, c'est pas de la Schadenfreude, haha, vous avez toujours réussi, vous avez toujours échoué. Non, bien au contraire, moi, ça m'attriste. Mais ce qui m'attriste le plus, c'est que comment dire, jucher sur cette pile d'échecs et se revendiquant sans cesse de Sankara, de Mao, de Lénine, etc., on dise ah, c'est nous les vrais marxistes, mais c'est pas votre tradition à vous, ça. Votre tradition à vous, c'est la tradition des aristocraties ouvrières qui ont pactisé avec les sociodémocrates. C'est ça votre tradition réellement existante. C'est-à-dire ces partis communistes chauvins qui, d'ailleurs, causant le départ d'Étienne Balibar du Parti communiste, rasait des foyers de travailleurs maliens dans les villes à majorité communiste, régies par des maires communistes comme Robert Hue. C'est ça la tradition réellement existante. La tradition réellement existante, c'est celle d'accommodement avec le colonialisme. C'est celle d'entrée très tardive dans la critique de la guerre d'Algérie, par exemple. Très tardive, sous la pression de communistes algériens, c'est-à-dire avec une boussole politique anticoloniale extrêmement trouble. C'est une tradition où, à l'intérieur des partis communistes, les militants maghrébins, les militants africains ont toujours été maltraités, ont toujours été traités avec racisme. Où est l'autocritique par rapport à ça? L'autocritique à la solidarité objective de ces
partis communistes occidentaux avec l'impérialisme. Cette théorie de l'aristocratie ouvrière, elle a été faite par Lénine il y a bien longtemps, mais est-ce que ça a été bien digéré par les militants socialistes en Occident? Pas du tout. Et c'est encore le cas aujourd'hui, je veux dire. Et c'est pour ça que ça marche pas, si tu veux. C'est pour ça qu'ils échouent. Bien sûr, il y a le problème de l'opposition, il y a le problème c'est avant tout, d'une certaine façon, une victoire du clan capitaliste. Mais si on ne regarde pas que les partis socialistes dont nous parlons étaient des partis d'une aristocratie ouvrière, étaient des partis fondamentalement gangrénés par le racisme. Je veux dire, à un niveau institutionnel, dans leur fonctionnement, ça a été critiqué par beaucoup de militants, ça a été critiqué par rapport à leur position géopolitique et par rapport à la manière dont ça fonctionnait institutionnellement et organisationnellement. Si tout ça, on le met sous le tapis et on dit non, mais c'est la faute des capitalistes parce qu'ils étaient les plus forts, mais les capitalistes étaient les plus forts surtout parce qu'ils vous ont bouffé le cerveau et que vous partagiez les mêmes valeurs. C'est ça le problème. Peux-tu développer sur les raisons pour lesquelles les révolutions marxistes ont réussi ailleurs, mais pas en Occident? C'est qu'ailleurs, c'était toujours des révolutions anticoloniales ou qui étaient liées à des situations semi-coloniales. C'est-à-dire où il y avait une autre dimension qui se surajoutait, une dimension de dépendance et je pense une nécessité, comment dire, de rattrapage et de modernisation, tu vois, qui s'adjoignait à la nécessité de la prise du pouvoir et de la transformation du mode de production, tu vois. Je pense que ça, tu vois, le fait que ça crée des crises plus violentes, que ça crée des situations plus, comment dire, plus invivables pour les peuples, forcément ça joue. Et bien sûr, il y a aussi toute la dimension, bah, ça fonctionne pas pour nous, mais en tout cas pour l'Afrique et pour une grande partie de l'Asie, ça joue. La dimension nationale, tu vois, qui peut s'entrelacer avec la dimension de révolution sociale ou socialiste. Et donc, je pense que ça joue et on l'a sous-estimé. Et moi, je suis pas du tout, tu vois, le truc avec cette histoire de nationalisme, je suis pas du tout du côté de ceux qui disent il faut faire du nationalisme parce que c'est ça qui marche. Tu sais, c'était le débat avec entre Boutelja et d'autres personnes de gauche qui la critiquaient comme Anas Kazib, etc. Moi là-dessus, je suis pas du tout du côté de Boutelja. Pour moi aujourd'hui, ce truc-là c'est terminé si tu veux. Tu vois, je suis pas du tout dans ce camp-là. Mais à l'époque, ça a joué, tu vois, et on peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Ce truc-là ne marchera pas. Ce truc-là ne marchera pas une nouvelle fois. Mais il faut admettre que ça y a participé. Et voilà, c'est le genre de leçon qu'on n'a pas tiré. Parce que pourquoi est-ce qu'on a eu du mal à les tirer? Bah parce que c'était exactement l'inverse de ce qu'il y avait dans les livres de Marx et Engels, malheureusement. Tu vois, je veux dire, c'est exactement l'inverse. Et on n'a pas souvent admis que c'est l'inverse. Et c'est pas grave, si tu veux. Je veux dire, c'est pas pour ça que le marxisme est nul et juste parce qu'ils avaient tort. Mais ils ont souvent eu tort, Marx et Engels. Ils ont très souvent eu tort. Ils ont pas vu, comment dire, la société de consommation qui a empêché, c'est tout le truc écrit, comment dire, que Bernard Stiegler explique dans la nouvelle critique de l'économie politique, la naissance du consumérisme, etc. Ils n'ont pas vu ça. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, pas du tout. Mais ça veut dire que on ne peut pas juste prendre ça et considérer que chacune de ces catégories est absolument juste. Non, précisément, penser dialectiquement, c'est admettre toute la fausseté, parce qu'il y a beaucoup de choses fausses, historiquement fausses, tu vois, des analyses historiquement fausses dans Marx et Engels, tu vois, pas juste des approximations. C'est ça qui est important. Des choses fausses. Il faut dire juste, c'est faux. Cette proposition n'est pas juste, elle est fausse. C'est ça que beaucoup de marxistes ont du mal à faire, si tu veux. Parce qu'il y a cette espèce de rapport de théodicée du texte, tu sais, qui s'est développé. La théodicée, c'est l'idée chez Leibniz qu'on va, comme le dit Deleuze, se faire l'avocat de Dieu, tu sais. On va prouver que malgré l'existence du mal, Dieu est infiniment et suprêmement bon. Et ben, il y a cette espèce de théodicée du texte dans beaucoup de disciplines, hein, c'est pas du tout que dans le marxisme. Alors dans la psychanalyse, tu l'as à fond, tu l'as même chez certains, comment dire, auteurs décoloniaux, tu vois, quand c'est leur auteur préféré, etc., ils recourent à cette théodicée du texte, c'est-à-dire à trouver des circonvolutions pour dire, même si ce qui est là empiriquement faux, en fait,
en réalité, à un plus haut niveau d'abstraction, c'est vrai, tu sais. C'est Tony Montana dans Scarface. Je dis toujours la vérité et même quand je mens, c'est vrai. Voilà. Comment dire, Marx et Engels, c'est exactement ça. Même quand ils mentent, ils ont raison. Mais c'est pas ça penser dialectiquement, en fait. C'est pas, comment dire, faire ces espèces de tours de passe-passe en pensant que parce que tu vis dans l'illusion que tu as toujours raison, tu vas réussir à intervenir dans l'histoire. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Selon toi, quelles sont les erreurs du marxisme? Pour moi, c'est vraiment, c'est la chose la plus importante dont parle Stigler dans la critique, dans la nouvelle critique de l'économie politique. C'est-à-dire qu'il y a cette idée chez Marx selon laquelle il va y avoir baisse tendancielle du taux de profit à cause de crise de surproduction et que à cause de ça, eh ben, en gros, tout le monde va s'appauvrir et donc les prolétaires vont dire ben merde, alors c'est quoi cette situation? Il faut qu'on se révolte et ils vont prendre le pouvoir. Voilà, je le dis le plus simplement, je le dis le plus simplement possible, parce que comment dire, voilà, j'aime pas quand on spamme des concepts marxistes quand c'est pas utile. Et Stigler dit, voilà le problème ici de Marx, c'est qu'il n'a pas pu prévoir, ou il n'a pas su prévoir, ou il n'était pas capable de le voir, ou peu importe. En fait. Donc, on s'en fiche de savoir s'il aurait pu faire autrement ou pas. Le fait est qu'il ne l'a pas fait, et il n'a pas vu euh, cette espèce de truc concomitant comment dire, qu'il décrit comme ça, comme l'émergence simultanée au début du 19e siècle des usines Ford et de Hollywood, de l'industrie cinématographique. C'est-à-dire la manière dont on va produire des biens qui vont être achetables par les ouvriers, des biens de consommation, et en même temps qu'on va fabriquer les images publicitaires qui vont les faire se projeter dans cette consommation. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas vu. Et c'est quelque chose qui est très important parce que c'est vraiment le fondement de la société actuelle. C'est le fondement de la société capitaliste, consumériste actuelle. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire Marx est mauvais parce qu'il l'a pas vu, parce que je sais que tout le monde va dire ça, machin. Non, c'est de dire voilà les nouvelles données. Voilà la nouvelle situation. Nous devons repenser la question de la révolution à partir des données de la société de consommation. Et en réalité, il y a plein de théoriciens marxistes qui l'ont fait. À commencer par Stigler lui-même, mais c'est pas le seul. Et donc, encore une fois, le problème, c'est pas de faire une espèce de ligne de partage entre les bons marxistes et les mauvais marxistes, ceux qui ont vu, ceux qui prennent au sérieux, tu vois, cette manière de repenser la question des crises de surproduction et ceux qui ne le pensent pas, mais c'est de dire, écoute, toute cette histoire est dynamique, tu vois, on est pensé dialectiquement, être dans une perspective inspirée du matérialisme dialectique, c'est de penser qu'en réalité, aucune catégorie n'est stable. Aucune catégorie n'est stable, tu vois. C'est pour ça que cette question qui travaille aujourd'hui les gens sur Internet, l'épistémologie, etc., pour moi, c'est vraiment la pire question. Je veux dire, l'épistémologie marxiste, ça ne devrait pas exister. C'est pas du tout la bonne question. C'est vraiment pas la bonne question. La bonne question, c'est vraiment pas comme on connaît, tu vois. À mes yeux, l'apport du marxisme, et en général, si tu veux, de toutes les pensées dialectiques, c'est absolument pas une épistémologie, c'est absolument pas une théorie de la connaissance, c'est absolument pas la question comme on connaît. C'est une philosophie de l'histoire. C'est ça ce que Hegel, en s'inspirant en partie de Rousseau, est le premier à faire. Une philosophie de l'histoire. C'est de ça qu'on a besoin, selon moi. Absolument pas d'une épistémologie. L'épistémologie, c'est Kant. Tu vois, la théorie de la connaissance, c'est Kant. C'est des catégories figées à partir desquelles on va penser la réalité. Ça, c'est quelque chose qui, même si on a envie que ces catégories théoriques soient un petit peu malléables, qu'elles changent, etc., c'est fondamentalement antidialectique. On a du mal à penser le rapport du sujet et l'objet où ces deux choses s'altèrent réciproquement. Alors que lorsqu'on est dans la philosophie de l'histoire, on est déjà obligé par son objet. C'est ça qui manque, tu vois. Quand on fait de la philosophie de l'histoire, on est obligé d'avoir l'histoire. Lorsqu'on fait de la théorie de la connaissance,
on peut être dans le sujet, il n'y a pas de problème. Je pense quelles sont les justes catégories pour analyser, et après, une fois que je les ai, hop, je vais sur un objet et je décide, ah, est-ce que c'est idéaliste ou est-ce que c'est matérialiste? Oh, si c'est idéaliste, hop, on enlève, on jette, c'est pas bon, c'est mauvais. Tu vois, ça devient un petit peu, comment dire, l'inspection des travaux finis. Comme le type en fin de la ligne de production, il regarde l'objet, oh non, il y a un défaut, hop, on le jette, c'est pas bon. Certaines personnes pensent, c'est penser dialectiquement, je ne pense pas. Moi, je pense qu'on est obligé de faire une philosophie de l'histoire, c'est-à-dire on commence par l'objet. On étudie on étudie une situation particulière, on part de là. C'est ça, pour moi, les textes les plus intéressants de Marx, c'est par exemple le 18 Brumaire, quand il étudie vraiment quelque chose de l'histoire et qu'il en tire des leçons. Il est obligé d'avoir un objet et d'essayer de le décortiquer en totalité, dire voilà les classes sociales qui s'affrontent ici, ah, vous savez pas, hop, il sort la paysannerie, la petite bourgeoisie, etc. Ceux qui ont fait élire Bonaparte, hop, il sort le lapin du chapeau. Méthode tellement belle, tellement magnifique. Césaire l'a reprise quand il écrit son Toussaint l'ouverture, c'est quasiment la même chose. Un texte peu connu de Toussaint l'ouverture, un beau livre que Césaire, comment dire, au milieu de sa vie, écrit sur Toussaint l'ouverture, j'utilise exactement la même méthode que Marx a utilisée dans le 18 Brumaire pour décrire non pas la contre-révolution de Louis Bonaparte, mais la révolution haïtienne. C'est un très beau texte. Ça, c'est vraiment, comment dire, la beauté de la philosophie de l'histoire, comment dire, dialectique et matérialiste. Que réponds-tu aux critiques qui t'accusent de réduire le marxisme à l'économie? On m'a parfois dit, oh, Norman, toi, ton problème, c'est que tu penses que les marxistes, occidentaux ou non, font de l'économisme. Tu réduis le marxisme à un économisme. Je dis, mais pas du tout. Moi, je dis, au contraire, le problème des marxistes aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas assez économistes. Ils ne parlent quasiment plus d'économie politique. L'économie politique aujourd'hui, elle traverse des changements, des transformations absolument massives. Selon moi, et moi je ne suis pas un économiste si tu veux, donc je demande juste à ce qu'on me corrige. Mais moi je pense qu'avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, on assiste au crépuscule du néolibéralisme et à une nouvelle apologie à l'intérieur de la Silicon Valley du capitalisme de monopole. Et qui dit capitalisme de monopole dit des pages fascinantes de l'impérialisme de Lénine qu'on pourrait relire aujourd'hui. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas de formation en économie politique. Je connais ça juste parce que j'ai lu des bouquins marxistes. Moi, je dis, mais le défi des intellectuels marxistes aujourd'hui, c'est de nous éclairer précisément en termes de critique de l'économie politique. On n'a pas besoin d'eux qui fassent de la philosophie, de la théorie de la connaissance. Le défi, c'est de nous éclairer. C'est votre tâche maintenant. On a vraiment besoin de vous pour faire la critique de l'économie politique aujourd'hui, de ce qui est en train de se passer, des transformations du capitalisme contemporain. On n'a pas de grand texte là-dessus. Techno-féodalisme, par exemple, aussi bien la version de Varoufakis que la version de Durand, ce sont des textes qui nous disent on est en train de sortir du capitalisme. Je pense que c'est complètement faux. Je pense qu'ils sont à côté de la plaque. C'est pas un nouveau mode de production, mais c'est, je veux dire, cette espèce de truc tech, etc. C'est pas du tout un nouveau mode de production qui nous sort du capitalisme. C'est une nouvelle phase du capitalisme qu'on a besoin d'analyser. Et moi, je dis, on a besoin de vous. On n'a pas besoin de vous pour parler d'épistémologie, etc. C'est pas bon ce que vous faites. Cette épistémologie-là ne mènera jamais à rien. Mais par contre, cette critique de l'économie politique, on a besoin d'experts expérimentés du matérialisme dialectique qui maîtrisent ces catégories et de nous éclairer. Et donc, toi, j'ai pas du tout envie de call out les marxistes, de rentrer dans cette guerre, etc. De dire, mais vous avez des armes, vous avez des connaissances, il faut les utiliser pour autre chose, pour vraiment des choses qui peuvent servir notre lutte de classe et toutes nos luttes minoritaires, tu vois. Je sais pas comment le dire autrement. Au final, par quoi devrait-on remplacer le marxisme occidental pour que ça fonctionne? C'est assez intéressant de voir un petit peu les trucs qui se forment dans cette fausse opposition que un certain camp décrit comme opposition entre marxistes et post-marxistes, et est-ce que d'autres décrivent comme une opposition entre deux modalités du marxisme, tu vois. Donc l'une de ces modalités, c'est le marxisme occidental.
Donc, effectivement, ça, je pense que ça a échoué. Et une des modalités de cet échec, ça, c'est, si tu veux, la critique classique, en fait. Moi, j'insiste sur une autre dimension de la critique, donc qui est celle de la critique du chauvinisme, qui est une vieille critique en réalité, hein, mais je pense qu'il faut la systématiser, cette critique du chauvinisme propre à cette tendance. Et l'autre, c'est l'autre critique qu'on trouve par exemple chez Domenico Le Sourdo, une critique du retrait dans le théoricisme, etc. Tu sais, c'est-à-dire ils sont trop dans la théorie, c'est devenu un truc purement intellectualiste. Bon, c'est peut-être exagéré, et je pense qu'il faudrait nuancer dans le sens où ça, particulièrement, je trouve la critique culturelle marxiste, je pense, a une capacité de politisation que beaucoup d'autres discours n'ont pas. Je pense là que, ne serait-ce que d'un point de vue stratégique, si tu veux, parce que bon, la philosophie, la pensée et tout, je pense que c'est toujours bien d'avoir une pensée, une philosophie marxiste, y compris une théorie de la connaissance si on veut, même si moi je pense que ça fait plus de mal que de bien. Que le monde serait mieux, le monde serait plus heureux sans l'existence même d'une théorie de la connaissance marxiste. Que si tu veux philosopher de manière marxiste, il y a d'autres choses à faire, comme par exemple de la philosophie de l'histoire. Mais, si tu veux, la critique de la culture qui a été très souvent critiquée, c'est d'ailleurs y compris dans la droite ou l'extrême droite des États-Unis, la théorie du marxisme culturel, etc. Mais pourquoi est-ce que ça a été tellement critiqué par l'extrême droite? Parce que je trouve que c'est un bon mode de politisation. C'est pour ça que des trucs aujourd'hui comme Mark Fisher, qui fait de la critique culturelle, ça a un peu de succès et tout. C'est un exercice intellectuel intéressant. Tu mets ça entre les mains des jeunes, des adolescents, tu leur donnes quelques billes. Après, ils vont regarder des séries, ils vont jouer à des jeux vidéo, ils vont regarder des films, et ils vont se dire, ah, où est la lutte de classe là-dedans? Tu vois, ça donne un exercice intellectuel où ça devient ludique d'être marxiste, si tu veux. C'est-à-dire, c'est une manière de se politiser soi-même hors du truc, on va dire, classique de l'extrême gauche française, où tu répètes des slogans, où tu répètes des arguments, et où tu te dis, voilà, je suis prêt pour le débat, tu vois, comme on dit dans les jeux vidéo, je suis un DPS, n'importe qui, j'en mets plein la gueule, tu vois. On est dans autre chose, si tu veux. On est dans une espèce, voilà, pour parler un peu à la Foucault, dans une espèce de technique de soi où ta consommation culturelle, parce qu'il faut bien appeler ça une consommation, ta consommation culturelle devient pas juste une espèce d'abêtissement, mais au contraire une espèce de travail intellectuel où tu renforces ton esprit critique et où tu testes finalement ton appropriation des concepts du matérialisme dialectique, des concepts décoloniaux, des concepts féministes, tous les outils critiques que tu peux avoir. Donc, je pense que c'est intéressant, spécialement pour les jeunes. Tu vois que c'est pas juste un espèce de discours qui flotte comme ça et qui est abstrait, mais que c'est vraiment quelque chose que n'importe qui peut appliquer et ça peut le renforcer dans sa conscience de classe, de race, de genre, tout ce que tu veux. Tu vois? Donc, pour moi, ça, c'est un apport intéressant. Alors, en même temps, le truc, c'est pas précisément à cause de ce genre de choses, c'est pas de figer ces deux blocs, si tu veux. J'ai pas envie de ça. J'ai envie qu'on dépasse ce marxisme occidental. Plutôt, j'ai envie qu'il tombe de l'arbre comme un fruit mûr, si tu veux. Je pense que je pense qu'il ne doit plus exister. Je pense que son destin est de servir à renforcer la conscience de classe parfois vacillante de l'autre groupe. Mais c'est l'autre groupe qui va mener. C'est-à-dire cette espèce de, comment dire, panaché, bigarré de, de personnes, de jeunes de la classe ouvrière, de personnes minorisées, noires, arabes, de personnes queer, etc., etc. Je pense tout simplement que c'est ça, le peuple de gauche, qu'il n'a pas encore une idéologie absolument fondée, si tu veux, qu'il n'y a pas d'unité théorique de ça. Je ne suis pas là à vous dire, ah, c'est moi qui vais la faire, etc. Certainement pas. J'ai absolument pas les compétences pour faire ça. Mais si tu veux, c'est un défi, si tu veux, de donner une théorie à cette espèce d'étrange appareil qu'est l'électorat, en fait, de la France insoumise, si tu veux, en France. Et voilà, dont on a un certain nombre d'intellectuels organiques en France, et dont on voit aussi que à l'échelle globale, ce type d'intellectuels-là, ce sont ceux qui sont le plus violemment attaqués par le gouvernement Trump. Tu vois, les études noires,
les études féministes, les études queer et tout, le McCarthyisme aujourd'hui, il est explicitement contre ce type de production théorique-là. Et ça, je pense que c'est intéressant et important à noter parce que aujourd'hui, c'est nous l'ennemi. La guerre froide est terminée. Dans les nouvelles modalités de la guerre froide, peut-être à venir, l'ennemi principal est la Chine. Le marxisme occidental, aujourd'hui, n'est plus considéré comme un ennemi. Il était considéré comme un ennemi, non pas parce que, comme le disait dans les années 20 le camarade Staline, le matérialisme dialectique est tout puissant parce qu'il est vrai. C'était l'ennemi principal parce qu'il était adossé à des gouvernements communistes extrêmement puissants, qui étaient une menace géopolitique gigantesque. C'est ça qu'on oublie souvent. Aujourd'hui, orphelin de l'Union soviétique et non encore adossé au Parti communiste chinois, en tout cas, voilà pour l'essentiel, les marxistes occidentaux ne représentent plus une menace. En revanche, étonnamment, les discours queer, les discours critiques noirs, les discours décoloniaux, les discours minoritaires, sont, et évidemment les discours pro-palestiniens, à quel niveau, sont aujourd'hui les discours qui sont criminalisés et sont l'objet d'un macartisme aux États-Unis. Et je pense que ce n'est pas juste pour des raisons idéologiques qui sont liées au, christianisme fondamentaliste et raciste et masculiniste du Parti républicain, mais parce qu'il y a la crainte que ce soit ces discours-là, à cause de leur prise sur la société, du fait que la crainte du wokisme, c'est ça. Il donne un langage aux gens, il politise les gens, davantage que n'importe quoi d'autre. Il y a la crainte que ce soit ces discours-là qui soient un ferment de révolte. Et donc, je pense que il y a quelque chose d'anachronique de la part des marxistes occidentaux à croire qu'ils sont encore l'ennemi public numéro un. Ce n'est pas le cas. Ils sont malheureusement aisément récupérables par les fascistes aujourd'hui. Évidemment, pas tous leurs discours, mais dans, l'opposition qu'il y a eu entre Wissam Gzelka et Paduring, par exemple, il y a eu un soutien explicite du site d'extrême droite raciste F de souche à Paduring. Ça doit nous inquiéter. Et je ne dis pas que ça veut dire qu'ils sont fascistes. Je dis qu'on voit où est le camp qui est irrécupérable par l'extrême droite et on voit où est le camp qui est fondamentalement l'ennemi de ce camp politique. Eux savent où est leur ennemi, tu vois, et ils essayent d'agrandir la division entre nous, d'approfondir l'écart, d'approfondir le fossé. Et donc, moi, je pointe pas ça pour dire « Ah, regardez, F de souche a raison, vous êtes des fascistes », absolument pas. Mais pour dire, peut-être, si vous en êtes là, peut-être que vous avez fait une erreur ou deux dans votre stratégie. Peut-être pas dans vos idées, même si je ne suis pas d'accord, mais au moins dans la stratégie. Cette opposition du marxisme occidental et du Sud ne peut-elle pas s'inscrire dans un chauvinisme ethnique ? Je n'oppose pas les prolétaires entre eux, je fais exactement ce que fait Lénine, j'oppose les prolétaires et l'aristocratie ouvrière, si tu veux. Je fais ça, je veux dire, ce sont des positions de classe, ce sont des positions à l'intérieur de la structure de l'impérialisme que je décris. Mais ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Enfin, toutes les personnes qui sont intéressées par la tradition du mouvement ouvrier, etc., sont d'accord avec ça. Ils ne sont peut-être pas d'accord avec l'intensité de la chose que moi je diagnostique, si tu veux. Mais tout le monde est d'accord. Enfin, tout marxiste-léniniste est d'accord avec l'existence de l'aristocratie ouvrière. Moi, je dis que c'est l'élément déterminant pour comprendre la trajectoire du Parti communiste, et c'est encore l'élément déterminant pour comprendre le discours aujourd'hui des intellectuels d'extrême gauche en France et leur refus de certains des apports théoriques, notamment décoloniaux. Tu as parlé d'un média d'extrême droite qui cite la Padoue Team. Tu ne penses pas que c'est une manipulation de nos ennemis pour nous diviser ? Mais ce que je veux dire, c'est que
lorsqu'ils disaient, et ils avaient raison de le dire, lorsqu'ils disaient « Oh, Ouria Boutelja a tort dans cette stratégie, comment dire, de tentative de noyauter le nationalisme ». Quand ils disaient ça, bien entendu, ils n'ont pas été retweetés par F de Souche. Et moi, j'étais d'accord avec Position Revue et Paduring et Alaska Zib sur cette position. Mais lorsqu'ils viennent dire « Oh, c'est comment dire, cet idiot d'Ajari connaît rien à l'esclavage, il n'a rien compris du tout », lorsqu'ils disent « Wissam Gzelka, je l'attends dans un parking » ou je sais pas quoi, et ce genre de trucs, bah, bien sûr qu'ils vont être retweetés par F de Souche. Je veux dire, évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est pas eux en tant qu'individus, le problème, c'est les positions qu'ils prennent. La question des raisons du commerce triangulaire. Pour les marxistes occidentaux, ils citent le capitalisme comme la raison majeure, mais pas toi. Tu peux nous en dire plus? Oui, voilà. Alors, sur la question des sources ou pas, comment dire, économiques de l'esclavage, ce que j'ai répondu, c'est la chose suivante. C'est que cet argument-là, il provient d'un ouvrage qui est considéré comme un ouvrage vraiment de référence d'un auteur trinidadien, donc d'ascendance africaine, Eric Williams, que cet auteur, Eric Williams, est devenu plus tard Premier ministre de Trinidad, et que dans le cadre de sa position de Premier ministre à Trinidad, il a violemment réprimé le mouvement du Black Power, le mouvement du pouvoir noir, qui était un mouvement socialiste noir, et qu'il a réprimé et censuré Ciela James, qui est un intellectuel marxiste d'obédience trotskiste, qui est un des grands intellectuels socialistes noirs du XXe siècle. Donc, personnage dont le bilan politique n'est pas très progressiste, disons, et pas vraiment apporté à son crédit, selon moi. Et j'ajoute que son argumentaire sur l'esclavage, qui est devenu vraiment structurant de la pensée marxiste sur la question de l'esclavage, non seulement n'explique pas la question, mais en plus me semble raciste, et plus précisément négrophobe. L'argument est le suivant. On a pu comparer la productivité relative de travailleurs forcés blancs, irlandais et d'esclaves noirs aux États-Unis, car pendant plusieurs années, ils ont coexisté. Et il dit, on s'est rapidement rendu compte que les travailleurs noirs étaient plus productifs que les travailleurs blancs, et c'est cela qui a amené à la généralisation de l'esclavagisme négrier. Or, la question se pose de savoir pourquoi les travailleurs noirs étaient plus productifs que les travailleurs blancs. Il se trouve que Williams lui-même écarte la théorie des climats selon laquelle c'est juste que les Noirs sont plus adaptés à ça. Mais il dit juste, il se trouve que les Blancs, ils pouvaient avoir des familles, ils avaient des journées de travail un petit peu moins longues, et peut-être ils étaient un peu moins costauds, et donc ils étaient moins productifs. Et donc on a généralisé l'esclavage parce que les Noirs étaient plus productifs. Il dit là. On s'est contenté de repousser la question, cela n'est pas une réponse. Puisque on voit bien que le problème fondamental ici, c'est que les Noirs étaient beaucoup moins bien traités que les travailleurs blancs. Enfin, les travailleurs irlandais, qu'on les considère comme blancs ou pas, en tout cas, pour leurs employeurs, ils étaient considérés avant tout comme blancs, en tout cas bien plus blancs que les travailleurs africains. Et donc, ils travaillaient plus, ils étaient fouettés, ils étaient violentés, ils n'avaient pas droit à une famille, car c'est ça la situation normale de l'esclave. Bref, pourquoi, c'est la question que je pose, pourquoi est-ce que les populations noires, alors qu'on nous explique que c'est leur position dans cette situation de travail agricole forcé qui a créé le racisme, pourquoi est-ce qu'ils étaient déjà dès le départ victimes de négrophobie, puisque en situation non pas identique dès le départ, mais en tout cas comparable, eh bien, c'est eux qui étaient surexploités avec le plus d'intensité par rapport aux travailleurs blancs. Et donc, je dis à cette tradition marxiste qui prétend expliquer cette chose-là, non seulement vous pensiez avoir une explication, mais en réalité, vous n'en avez pas. Vous pensiez avoir quelque chose dans les mains. En réalité, vos mains sont vides. Mais en plus, vous n'avez pas été capable d'identifier la profonde négrophobie de cette explication, puisqu'elle considère comme naturelle, elle naturalise la situation des esclaves africains, qui considèrent que c'est normal qu'eux soient fouettés et pas les Blancs, que c'est normal qu'eux n'aient pas de famille, mais les Irlandais, oui, etc., etc. Donc cette explication, du part des trous béants
qu'elle laisse est négrophobe. Et je dis, les marxistes occidentaux, quelle que soit leur couleur, qui répètent et essayent de mettre à jour cette même théorie depuis des années, depuis 80 ans, non seulement, comment dire, ont une espèce d'incapacité à identifier les faiblesses théoriques béantes de cette théorie, mais en plus sont incapables d'identifier son racisme qui, selon moi, est patent. Je veux dire, qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu ça pour la première fois, il y a bien longtemps. Je veux dire, c'était pour moi quelque chose qui était absolument sidérant. La propagation de cette théorie et le fait qu'on l'accepte de la sorte simplement parce qu'elle règle un problème qu'on n'a pas envie de poser. Ah, ok, il a dit que la source économique, peu importe vraiment la manière dont il arrive à cette conclusion. Et à ma connaissance, depuis que j'ai fait cette explication en public avec Wissam, personne ne m'a débunké. On a même, à demi-mot, dit « Oh oui, là-dessus, il a plutôt raison. » Il y a des gens sur Twitter, on m'a envoyé des trucs, on dit « Oh, ce mec, il est vraiment dégoûtant. Norman, quel type répugnant, mais quand même, il a raison. » Si tu veux, c'est très marrant. Mais le problème, c'est que on ne devrait pas juste reconnaître à demi-mot, bon, là-dessus, il a raison. Si on pense dialectiquement, on dit, oh, si j'ai pensé pendant des années l'esclavage dans ces termes, que je pensais avoir une explication quant aux origines économiques de l'esclavage, et encore une fois, je n'ai pas la prétention d'avoir une autre origine. Et peut-être que cette absence d'explication, c'est la réponse elle-même. En tout cas, ça doit nous mettre sur la voie de choses à creuser. Mais si pendant des années, j'ai réussi à fonctionner théoriquement avec un sujet qui est aussi important pour le développement du capitalisme moderne que l'esclavage, avec non seulement une explication fausse, mais en plus une explication négrophobe, que j'ai admis cette négrophobie comme faisant partie de ma conception fondamentale du capitalisme, peut-être qu'il y a un problème plus général avec ma façon de voir le monde, slash théorie de la connaissance, slash épistémologie. Penser dialectiquement, c'est dire « Ah, cet échec que je subis parce que je reconnais vaguement que mon explication des choses n'était pas bonne. Peut-être que je dois, réviser les choses, mais ça ne se fait pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de révision. Mais juste à dire « Ouais, bon, il avait raison là-dessus, mais est-ce que c'est vraiment important ?» Bah oui. Est-ce que, la déportation de millions et de millions d'Africains, la transformation complète de la démographie du Nouveau Monde, est-ce que c'est vraiment si important pour comprendre le capitalisme? Si on l'avait compris avant, si on l'a pas compris, ça ne change pas grand-chose après tout. C'est pas comme si la négrophobie existait encore aujourd'hui. C'est pas comme si les structures sociales héritées de l'esclavage étaient encore prévalentes dans l'ensemble des Amériques du Nord au Sud jusqu'aux Amériques insulaires. C'est pas si important que ça de comprendre, non pas encore une fois l'origine, on s'en fout de l'origo, tu vois, de l'arché pour parler en latin ou en grec des choses, c'est pas du tout ça, mais de comprendre en termes de philosophie de l'histoire, la dynamique dialectique qui nous mène depuis ces phénomènes-là jusqu'à aujourd'hui. Et c'est bien ça que je dis, le problème entre l'opposition doit être entre, d'un côté, une philosophie de l'histoire, c'est-à-dire ce que j'essaye de faire malgré mes faiblesses, malgré mon manque de connaissances en termes d'économie politique, ce que j'essaye de faire, et une épistémologie sur lesquelles finalement tous les échecs théoriques glissent comme de l'eau sur les ailes d'un canard. Mais tu sais, j'ai l'impression vraiment que nos contradicteurs, ça fait quand même des semaines là, euh, ils, ils reçoivent des contradictions après contradictions et ils continuent, tu sais, à voir l'écran Vous êtes mort comme un joueur de Dark Souls qui vient de lancer sa première partie, mais il ne change pas de manière de jouer, il ne change pas de build, c'est toujours la même chose. Mais il faudrait essayer de changer. Moi, à leur contact, au contact aussi bien, des commentateurs marxistes, euh, y compris des organisations politiques, j'essaye de m'enrichir, j'essaye de réviser ma position. Et ma position, mes idées changent sans cesse. Je veux dire, même d'une interview à l'autre, je change d'idée. Pas parce que je suis une girouette, si tu veux, j'essaye d'avoir des fondamentaux, mais j'essaye d'apprendre tous les jours. Or, le fait d'avoir une épistémologie, c'est paradoxal, si tu veux, pour des gens qui considèrent la réification comme un concept aussi important
d'avoir extériorisé à ce point les catégories de la connaissance et de dire, nous en avons une, nous y tenons et elle ne bougera pas. Et je sais qu'ils ne se disent pas que ces catégories ne bougent pas. Ils ont l'impression qu'elles bougent. Mais clairement, elles ne bougent pas assez vite. Et même face à ce qui, selon moi, devrait être des questions très importantes pour pour leur, comment dire, pour la manière dont ils conçoivent l'histoire, comment dire, ça rebondit dessus, si tu veux. Ça rebondit dessus. Considérez-vous vraiment les Noirs comme des êtres humains? C'est vraiment une question, parce que si on prend Eric Williams avec autant de sérieux et qu'on croit vraiment ce qu'il dit, la réponse est non. Est-ce que vous avez révisé votre position sur cette question? Et c'est une question parmi d'autres, si tu veux. Et c'est vraiment pas, comment dire, je pose vraiment pas ça de mauvaise foi. Ça a l'air super, comment dire, hyperbolique comme question. Et bien sûr, ça l'est un petit peu. Et je veux dire, essayons de penser dialectiquement, essayons de penser ensemble, si tu veux, tu vois. Mais vraiment, je pense que, tu vois, comment dire, Althusser parlait d'obstacles épistémologiques, tu vois. Et je pense vraiment que l'obstacle épistémologique, c'est l'épistémologie elle-même. On n'a pas besoin d'épistémologie, on a besoin d'une philosophie de l'histoire. Voilà. Autre critique qu'on te porte, c'est que tu expliques que l'économie libidinale était déjà contenue dans le concept de fétichisme de la marchandise. Mais tu sais, parce que, oui, j'ai vu, on m'a dit, oh, les gens sur Twitter ont dit tu comprends rien au fétichisme de la marchandise. Alors que c'est vrai, c'est vraiment le concept le plus simple de Marx. Tu vois, donc tu vois, ça aussi, ça me fatigue. Tu vois, on voit à quel point les gens, quand ils voient, comment dire, un intellectuel noir, ils le prennent vraiment, vraiment pour un débile, tu vois. Je sais ce que c'est le fétichisme de la marchandise, si tu veux. Je sais que c'est l'effacement du processus de production de notre conscience lorsqu'on achète tu vois, c'est en une phrase, ça tient. Et vous pensez que je sais pas ça alors que j'ai enseigné Marx. Vraiment, tu vois. Et c'est pas pour dire, ah, je suis un prof, je suis... Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Mais vous pensez tellement que, comment dire, les militants non blancs sont stupides que vous pensez, comment dire, nous mettre en échec sur des trucs pareils. Mais c'est pour dire que, bien sûr, que dans cet effacement cognitif, il y a une dimension qui transcende juste la question de la connaissance, la question de la marchandise, surtout quand on la relie après ce que j'ai dit tout à l'heure sur Stigler et sur la société de consommation. Il y a aussi le désir, la volonté de ne pas savoir. Et je sais parfois pourquoi il y a des blocages sur ce concept de désir. Je pense que c'est pas un blocage sur... et je fais des tentatives, si tu veux. Tu sais, j'essaye de faire un peu... comment dire, j'ai parfois eu la dent dure dans ce que j'ai dit avant, mais parce que j'y crois vraiment, si tu veux. Tu vois, j'essaye pas de troller ou quoi. C'est des choses que je pense vraiment et qui m'importent. Mais tu sais, je pense que peut-être, hein, c'est une hypothèse. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont des blocages ou je vais pas dire des blocages, parce que ça fait genre psychanalytique, oh, ça veut dire que ton inconscient le refuse, ne l'accepte pas, c'est vrai tout ce que je veux dire. Mais pourquoi est-ce que ce concept peut déplaire? Ce concept comment dire, de désir et de libidinal peut déplaire. Parce que, et spécifiquement dans le contexte français, on provient de quelques décennies, notamment les années 60, 70, où le désir a fondamentalement été défini comme quelque chose de bien, comme quelque chose de bon, tu vois. C'est un peu la vibe nietzschéenne, c'est un peu la vibe spinoziste, c'est vraiment ce qu'a incarné Deleuze et Guattari aussi, tu sais. C'est-à-dire, le désir est nécessairement une forme d'empuissancement ou d'empouvoirment, tu sais. Euh, Même chez Bernard Stiegler, il y a ça. Tu vois, Bernard Stiegler, il va vraiment insister sur la différence entre le désir, qui est une bonne chose, qui est une manière de gagner en puissance d'agir, et la pulsion, qui là va être quelque chose de destructeur. Mais tu vois, il y a cette volonté de maintenir une espèce comment dire, qualité primordiale et fondamentale du désir. Et ça, je comprends qu'un tel concept de désir puisse être producteur de crispation, car moi aussi, je n'aime pas les concepts qui sont marqués d'un saut intrinsèquement positif ou négatif. Tu vois, genre, qu'est-ce que c'est le désir? Le désir, c'est bien de désirer des choses. Le désir, c'est cool. Je désire quelque chose parce que quelque chose, c'est bien. Bien sûr, c'est pas un bon concept et c'est pour ça que j'aime pas beaucoup Deleuze. En revanche, l'économie libidinale, même telle qu'elle est travaillée dans la psychanalyse, même telle qu'on la voit travailler un petit peu chez Lacan, telle qu'on la voit dans plein d'endroits, si tu veux, chez des mecs comme Zizek, et aussi beaucoup chez les auteurs noirs. Fanon lui-même, il y a la face sombre du désir dedans aussi.
le désir de l'acheteur sur la plantation. Et c'est quelque chose sur quoi j'ai travaillé. C'est un texte, comment dire, un article que j'ai écrit en anglais sur cette question-là du désir sur la plantation. Les mises en scène des esclaves, j'en ai parlé dans d'autres interviews, je crois, les mises en scène des esclaves pour susciter l'achat des maîtres. Moi, cette question de la société de consommation, elle m'importe beaucoup. Et ça, on n'est pas obligé d'être fan de Baudrillard pour parler de ça, si tu veux. Mais cette question de la société de consommation m'importe beaucoup. Et quand tu poses la question de la société de consommation comme Silure l'a fait, tu es obligé de passer par la question du désir. Et que ce soit un désir destructeur ou que ce soit un désir qui augmente ta puissance. Mais tout ça fait partie d'une plus vaste question anthropologique, à mon avis. Tu vois. Et encore une fois, la question de la connaissance, selon moi, doit être subordonnée à la fois à la question de l'histoire, et dans la question de l'histoire, il y a la question anthropologique, la question de qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Et la connaissance est juste un des éléments importants de cette question de l'humain. Et pourquoi est-ce que pour moi c'est important cette question de l'humain? Parce que dans la tradition philosophique noire, c'est une catégorie qui ne va pas de soi. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce que les Noirs sont véritablement des êtres humains? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est la question fondamentale d'une tradition philosophique où, bah, chez Fanon, chez W.E.B. Du Bois, même avant ça, chez Otobaku Goano, chez Ekiano, la question suis-je un être humain? La catégorie de l'humain ne va pas de soi. Ça, c'est quelque chose que lorsqu'on prend, si tu veux, l'histoire à partir de l'opposition entre idéalisme et réalité matérielle, base et superstructure, la question de l'humanité, c'est une question superstructurelle. Or, à partir de l'expérience et de la situation de l'esclavage, si on ne se contente pas de la lire à partir des lunettes déformantes d'Eric Williams, cette question de l'appartenance ou non à l'humanité devient véritablement structurante. L'un des autres problèmes du marxisme, qui est un problème, pour le coup, je dirais presque métaphysique, c'est que l'appartenance à l'humanité est toujours présupposée. C'est une autre question que j'avais abordée peut-être dans la première discussion avec Wissam, la question de l'opposition entre le travail sous peau noire et le travail sous peau blanche. Non, il y a une question plus fondamentale qui est celle de l'appartenance ou non à l'humanité. Ça a l'air d'être une question métaphysique, ça a l'air d'être une question superstructurelle, mais dans les traditions radicales noires, dans les traditions de la pensée politique noire, non, c'est au contraire la question la plus fondamentale, la question qui appartient à la base, la question la plus infrastructurelle qui soit. Et on est obligé de reprendre toutes les autres questions économiques, sociales, de lutte politique d'une autre manière lorsqu'on part de ce point de départ-là, qui est celui d'être dans une position où l'appartenance même à l'humanité n'est pas assurée. Elle ne l'est pas. Aujourd'hui encore, elle ne l'est pas. Mais connaître dans cette situation-là, c'est pas la même chose. On ne peut pas connaître de la même manière. Penser l'histoire dans cette situation-là, ce n'est pas la même chose. Et ça, même les Noirs, certains Noirs, il y a des Noirs qui sont restés au Parti communiste, au CPUSA, des grandes figures qui ont existé. J'ai des livres derrière moi, si tu veux, c'est pas ça la question. Mais dans beaucoup de cas, cette question de la non-appartenance à l'humanité, telle qu'elle a été même expérimentée par des militants de ces partis communistes-là, ça a posé un problème. Et c'est pas juste des discriminations, des choses qu'on peut ranger facilement, si tu veux, dans ce type de catégorie. C'est pas juste des discriminations, c'est pas juste des violences, c'est pas juste des insultes. C'est faire partie d'une autre catégorie où, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, votre parole et votre militantisme ne seront jamais pris au sérieux. Et, juste pour terminer, on est encore dans cette situation-là où, en ce qui concerne toutes ces traditions-là et toutes ces idées, toutes ces pensées, le standard de connaissance ou d'appropriation ou de lecture de ces questions-là, c'est l'ignorance. Le standard, c'est pas de connaître ces choses-là.
comme j'essaye de le faire et comme j'essaye d'en parler. Le standard, c'est d'ignorer ces choses-là et de considérer que les gens qui travaillent dessus ne sont pas sérieux. Ça, c'est le standard. Et c'est un problème. Et il faut changer ça. Tu mobilises en Moïse la notion de dignité dans ton premier livre. Mais ne crois-tu pas que la dignité s'oppose à celle de la liberté et qu'elle ne devrait pas être un point de départ, mais un point d'arrivée? Mais pour moi, c'est un point de départ. Je veux dire, vraiment, je défends cette idée qu'on trouve chez Fanon, d'ailleurs. Dans le livre, je défends cette idée qu'on trouve chez Fanon, que la dignité n'est absolument pas un but à atteindre. Je dis, on lutte toujours dans la dignité, on ne lutte jamais pour la dignité. C'est vraiment la différence qu'il y a même dans la reformulation. Et ça, j'en suis un peu fier. J'en ai pas fait des tonnes, mais je crois que je suis le premier chercheur à avoir. Après, ça, c'est vraiment les brags de chercheurs nuls, parce que c'est vraiment des trucs, tu vois, des tout petits détails. Mais moi, comment dire, dans ma libido siendi, si tu veux, c'est-à-dire mon désir de connaître, mon plaisir, ma joie dans l'exercice de la connaissance, j'étais très heureux de voir la différence de formulation qu'il y a entre la manière dont Fanon décrit la dialectique du maître et de l'esclave et les manières dont aussi bien Kojève que Hegel lui-même le décrivent. C'est-à-dire que pour Fanon, la dignité, précisément, ce n'est pas le but, ou même la reconnaissance, ce n'est pas le but à atteindre. L'humanité même n'est pas le but à atteindre lorsqu'on se lance dans la lutte du maître et de l'esclave. C'est parce que on a déjà la conscience de son humanité qu'on le fait. C'est-à-dire que c'est à partir du moment que cette question de l'humain commence à se poser qu'on se lance dans la lutte. On n'a pas besoin de la reconnaissance du maître pour asseoir sa dignité ou son humanité. Donc c'est d'abord un rapport de soi à soi, ou plus exactement un rapport intracommunautaire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'organiser entre nous pour se lancer dans la bataille, qui, voilà, peut être décrite comme lutte pour la reconnaissance, peut être décrite comme une lutte à mort, comme le dit Kojève, etc. Donc, tu vois, cette espèce de d'apparente comment dire, micro-variation sur le thème de cette dialectique-là, en réalité, je trouve que ça change tout, tu vois. Et précisément, ça fait que non, bien sûr que la dignité n'est pas un but. Le but, c'est que nous autres, qui appartenons à des populations à qui on a enseigné et qui vivons dans un monde qui nous renvoie sans cesse à notre humanité, nous rendions compte que cette dignité existe. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que, comment dire, pourquoi j'utilise cette catégorie? On va dire, oh, c'est une catégorie métaphysique, mais moi, j'étais exactement pareil, si tu veux. Toute ma position provient du fait que je pensais comme ça, comment dire, je lisais l'histoire et conscience de classe, je lisais tous ces trucs-là, et après, j'ai fait le chemin de commencer à m'intéresser à la question noire et à dire, mais tous ces trucs ne marchent pas du tout. Donc moi, si tu veux, j'ai fait cet effort, j'ai pris ce choc, en fait, je me suis pris ce choc dans la gueule, de dire, mais je ne peux pas penser la condition noire, la condition des esclaves, la condition décolonisée, Fanon, avec ces catégories, tout simplement, ça ne marche pas. Ça rentre en contradiction avec les réalités historiques dont j'essaye de m'instruire. Voilà, j'ai fait ce cheminement-là. Et donc, tu vois, c'est pour ça que, comment dire, je sais d'où certains critiques de ma position viennent, mais j'ai du mal à comprendre leur résistance ou à l'expliquer autrement que par une volonté de ne pas prendre au sérieux des pensées du Sud global, pour le dire rapidement. Est-ce que je suis un penseur tragique ou disant, oui, bien sûr, je suis un penseur tragique. Moi, je suis très heureux d'être un penseur tragique. Mais donc, je ne dirais pas évidemment tragique dans ce sens-là, au sens strictement grec. Mais encore une fois, l'un de mes modèles, c'est Huey Newton. Huey Newton, c'est l'un de ceux qui a considéré la nécessité des apports existentialistes au matérialisme dialectique dans une version radicale noire. Je veux dire, si tu lis l'autobiographie de Huey Newton, la question existentialiste est omniprésente et il revendique son héritage existentialiste. Mais l'existentialisme de Huey Newton, c'est quelque chose de tout à fait différent. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la conscience de l'absolue violence et déshumanisation que nous subissons. Si tu veux, ça, c'est un truc qui rassemble
une objection que j'ai envie à faire, en tout cas une distinction, à mon avis, très importante à faire entre le marxisme occidental et le type de tradition avec lesquelles j'essaye de penser. Le marxisme occidental est drogué à son propre optimisme. Drogué d'optimisme. Si bien que le type de diagnostic qu'on peut formuler, on peut dire immédiatement, non mais attends, arrête de parler de ça, on s'en fout, qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont drogués à deux choses. L'optimisme historique d'une philosophie de l'histoire mal digérée et la dernière thèse sur Feuerbach, selon laquelle il ne s'agit plus de comprendre le monde, il s'agit de le changer. Alors, ils ont lu ça, ils ont dit, bah, on va juste se contenter de ne rien comprendre du tout et passer à l'action. Mais c'est de l'activisme stupide, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le comprendre. Savez-vous vraiment quels sont les problèmes auxquels s'affrontent les populations afrodescendantes, que ce soit d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord, en ce moment, en France ou ailleurs en Europe et dans le monde? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Puisque à partir du moment où on commence à dire, ah, peut-être qu'il faudrait décrire la situation pour comprendre la structure sociale dans laquelle nous sommes, pour faire un diagnostic de l'époque, vous dites, arrête de parler de ça, ça nous saoule, on n'a pas le temps, c'est l'heure de faire exactement la même chose, mais avec les féministes blanches, parce qu'au moins, quand une féministe blanche parle, on l'écoute, parce que ça, c'est un être humain. Les diagnostics posés par le féminisme, et notamment le féminisme blanc, il n'y a aucun problème à l'écouter du matin au soir, faire des descriptions de la violence sexuelle, etc. Et c'est très bien. Mais pourquoi? Mais parce que ce sont des diagnostics nouveaux, après Mazan, etc. Il y a des diagnostics à faire. Et on ne va pas interrompre la féministe blanche qui parle et lui dire, oh, mais tes histoires de viol, là, c'est bon, là. On sait que ça viole. Bon, on fait quoi maintenant? Mais attends, on se rend compte, là, il y a un choc social considérable que sur un petit radius, ça viole à gogo des personnes de toutes les catégories sociales. Il faut prendre conscience du truc. C'est un truc qu'on se mange. Mais le même effort d'empathie et de tentative de passer de l'empathie à l'analyse, qui est largement concédé, et tant mieux, aux féministes blanches, est systématiquement refusé aux populations racialisées. Pourquoi? Parce qu'on ne les tient pas dans le même standard d'humanité. Désolé si ça peut paraître métaphysique, mais c'est simplement une réalité empirique vérifiée de jour en jour. Et c'est important d'essayer de prendre conscience de ce genre de truc et de dire, bien sûr qu'il faut changer les choses, bien sûr qu'il faut transformer la situation, mais si vous nous écoutiez jusqu'au bout dans nos explications et la description de notre situation, peut-être que vous deviendrez un peu autant des doomers que nous, si tu veux, mais ça n'entamerait pas votre fougue révolutionnaire, bien au contraire. Mais quand je dis qu'ils sont drogués à leur propre optimisme, ils pensent que pour être un révolutionnaire, il faut être optimiste. Non, moi je dis exactement l'inverse. Je dis exactement comme Mario Tronti, au début d'Ouvrier et Capital, pour être un bon révolutionnaire, il faut haïr. C'est celui qui est le plus, qui a le plus compris. Moi, ce que j'essaie de transmettre, c'est peut-être pour ça que, voilà, je suis un tragique ou c'est ça, j'essaie de leur transmettre ma haine. L'amour des miens, la haine du monde. C'est tout ce que j'essaye de transmettre, en fait. Et je dis, une révolution n'est pas comment dire, moins efficace si elle est, comment dire, générée par la haine, par la colère, par le ressentiment, etc. Je veux dire, ne devenons pas d'un seul coup deleuziens, optimistes, dès qu'il s'agit de la révolution. Non, je pense qu'il y a plusieurs voies vers la révolution. Je ne pense pas que la mienne soit la plus mauvaise. Et pourquoi? C'est pas juste la mienne, c'est pas moi, mon petit tempérament, etc. C'est ce que j'ai appris en lisant les auteurs de la tradition radicale noire. J'ai appris ce dépit, j'ai appris cette colère contre un ordre social injuste et que ça, c'est quelque chose qui traverse vraiment les générations. C'est ça, comme je l'ai dit avec Wissam, qui finit par mettre d'accord des gens aussi différents que Marcus Garvey et W.E.B. Du Bois. C'est là-dessus qu'ils finissent par se dire, mais on en a marre de ces organisations politiques à majorité blanche qui ne sont pas des bons transmetteurs de nos demandes. Et là, on se dit, mais on est à une phase où, comment dire, cette gauche blanche devrait être mûre pour travailler avec nous un projet politique commun et ils sont sans cesse dans un espèce de retrait sur en plus les questions les plus métaphysiques qui soient, c'est-à-dire des questions de théorie de la connaissance. C'est très dommage. C'est vraiment une rencontre manquée extrêmement triste. Heureusement,
comment dire, là, on met que sur Internet, mais en réalité, pourquoi est-ce que ça cristallise tellement et pourquoi est-ce que les gens ont tellement envie d'en parler? C'est pas à cause de la popularité de monsieur Paduring, si tu veux. Même si, voilà, c'est un personnage très, très intéressant, très sympathique. Et surtout, c'est un bon ironiste. Et je pense que c'est ça, en fait, ça fait partie du truc. Le truc, c'est étant donné que c'est un ironiste, tu sais, c'est le truc de l'ironie chez Kierkegaard. Euh, il y a le premier livre de Kierkegaard, c'est sa thèse, c'était sur l'ironie. Et il y a des trucs qu'il dit, c'est très intéressant. L'ironie, c'est celui qui réussit toujours à mettre en échec les pensées et les idées fausses des autres. Et donc, pendant des années, Turing, je regardais ses vidéos parce que c'était un bon ironiste. C'est-à-dire, il regardait les vidéos des mecs de droite, etc. Il a un rire très communicatif et il trouvait toujours la bonne phrase pour mettre en échec leurs arguments. Et donc, c'est un grand ironiste. Tu vois vraiment l'ironie socratique. En une ou deux phrases, hop, il tourne en ridicule ses adversaires. Mais le passage de l'ironiste au dogmatique est toujours délicat. C'est ce que dit Kierkegaard. C'est-à-dire, tout le monde adore l'ironiste quand il met en échec nos adversaires, mais à partir du moment où il commence à parler et à dire ses propres opinions, tu dis, oula, je suis, ok, c'est pas ce que je pensais, je m'attendais pas à ça. Mais c'est normal parce que sur l'ironiste, tout le monde projette tout ce qu'il aime parce que c'est notre champion. On ne sait pas ce qu'il pense, mais formellement, il est bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est une machine à mettre en échec tout ce qui est faux, mais pas une machine à dire tout ce qui est vrai. Oui, donc Badgering, c'était ça. Et là, quand il commence à parler de lui-même, on se dit, ouh, c'est ok, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.